Les jingles ne servent absolument à rien, c'est pour ça qu'on y va direct dans le coup tordu. On parle vélo, on parle cyclisme, le coup tordu, les passionnés qui s'adressent aux passionnés, des interviews et des previews. On se retrouve pour un 477e épisode du coup tordu consacré à la 8e et dernière étape du Critérium du Dauphiné. On va faire tous ensemble la preview de cette étape, on va chercher à définir le scénario, on va chercher à définir également qui sera le vainqueur. Alors je décroche encore une fois un petit peu de manière inopinée, de manière un petit peu impromptue pour cet épisode. Je savais pas si j'allais faire un épisode pour cette 8e et dernière étape du Critérium du Dauphiné. J'étais au ciné ce soir, j'étais voir De Gaulle d'ailleurs, c'était sympa, c'était pas mal du tout. Et puis le scénario, pendant que je regardais De Gaulle, le scénario de l'étape m'est venu en tête. En même temps j'étais en train d'analyser le truc, donc je me suis dit je vais faire un petit podcast. Donc je rappelle que dans le coup tordu, il y a également Enzo que vous retrouvez sur son site The Big Gear, et puis Thibaut qui vous fait les previews écrites sur le site Vélo Futé. Vous les retrouverez très très rapidement bien évidemment dans le podcast, dans le coup tordu. Il y a aussi le Tour de Suisse qui approche bien évidemment, je vous en avais pas parlé hier, le Tour de Suisse, le Tour de Slovénie, les championnats nationaux, le Tour d'Occitanie. Il y a un gros programme, le Tour de France, ça approche, mais il va se passer plein de choses d'ici là. Donc voilà, on essaiera de faire le plus d'épisodes possible, le plus de previews possible en podcast avec Thibaut et Enzo que vous retrouverez bien évidemment très très vite dans le podcast, dans le coup tordu. Puisque le Tour de France approche, j'ai un cadeau à vous offrir, un très très beau cadeau, la reward de Paul Lapera sur Side Limit. Paul Lapera, voilà, l'une des plus grosses cartes sur Side Limit. Je vais vous offrir sa reward. On fera un tirage au sort juste avant le Tour de France. Donc Side Limit, voilà notre jeu de fantasy préféré, le coup tordu ambassadeur de Side Limit. Donc pour intégrer le tirage au sort, vous vous inscrivez sur Side Limit, vous passez par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0, et ce tirage au sort, on le réservera à celles et ceux qui auront validé le programme de parrainage sur Side Limit. Donc je rappelle que déjà pour valider le programme de parrainage, c'est à peu près 40 € de coureurs à acheter, des coureurs. Alors une fois que vous les avez, c'est pas perdu, vous pouvez les revendre, vous pouvez même gagner de l'argent avec ces coureurs que vous allez acheter. Vous pouvez en perdre aussi, bien évidemment, si le coureur arrête sa carrière ou son niveau baisse. Donc vous pouvez vous faire une petite galerie avant le Tour de France, et chaque fois que vous, je crois 50 USDC, ça doit faire à peu près 40 €, et ça c'est automatique. Voilà, je le dis pour tous ceux qui passent par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Une fois que vous avez validé ce programme de parrainage, vous avez automatiquement 5000 bidons qui vous sont offerts par Side Limit et qui vous permettent d'acheter encore d'autres coureurs. Donc ça, c'est vraiment les 5000 bidons, c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui passent par notre parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. En validant le programme de parrainage, vous repartez avec 5000 bidons, et en plus vous intégrerez le tirage au sort pour repartir avec la reward de Paul Lapera. Et donc pour l'instant, on validait le programme de parrainage. La Sudal QSEC, il y a Naïl Messi Lio USR, le coup distordu qui participera au tirage au sort. Je crois que vous êtes 7 ou 8, donc vous voyez, pour l'instant c'est un tirage quand même assez safe pour gagner l'une des plus belles cartes du jeu. Il y a également Faou qui a validé le programme de parrainage, Lolo, la Frite FC également, les Gangstas aussi, et le Wolf Paquet, voilà, qui ont validé le programme de parrainage, donc qui font déjà partie du tirage au sort pour repartir avec la carte de Paul Lapera. Et voilà, je le redis vraiment, Side Limit, j'ai créé le coup tordu justement pour parler de digital fantasy gaming, pour parler de ce type de jeu où on compose sa propre équipe, et une fois qu'on maîtrise, qu'on a compris un petit peu les rouages du scoring, on prend un pied terrible. D'ailleurs, bravo à Boris sur ce Critérium du Dauphiné. Boris, c'est un petit peu le GOAT de Side Limit, même carrément en cette année 2026. Boris qui domine carrément le Critérium du Dauphiné, donc c'est pas encore terminé, mais enfin il a beaucoup d'avance dans pas mal de ligues, donc il va repartir avec un petit peu de sous et énormément de bidons. J'ai pas fait les comptes, mais l'ami Boris, il va faire une belle radière, Boris qu'on avait reçu dans le coup tordu, parce que de temps en temps on reçoit des managers de Side Limit dans le podcast. Et notez également que pour ceux qui sont intéressés, aux enchères, ça sera, je crois, mardi soir ou mercredi soir à vérifier, la mise aux enchères de la carte unique d'Olaf Koy. Voilà, c'est une des plus belles cartes du jeu sur Side Limit. Celle de Paul Sexas va arriver, je pense, avant le Tour de France. J'ai pas l'info, je suis pas dans les petits papiers. D'ailleurs, personne n'est dans les petits papiers. Bien évidemment, le seul qui a ses petits papiers, c'est Valentin, le boss de Side Limit. Mais en toute logique, la carte unique de Paul Sexas devrait arriver avant le Tour de France et devrait littéralement exploser tous les records. Et je pense que la carte d'Olaf Koy également devrait battre les records, et la mise aux enchères, je crois,
que ça sera pour mercredi soir. Donc puisqu'on parle de Paul Sexas, on va revenir rapidement sur cette 7e étape avec la chute de Paul Sexas. Alors bon, déjà quand même un petit peu moyen de la part des autres équipes d'attaquer après une chute. Léo Bizio en parlait après l'arrivée, c'est quand même pas terrible. Quand on sait qu'également sur l'étape 6, clairement les équipes ont roulé pour faire perdre Decathlon, parce que quand la fameuse échappée est partie, quasiment personne n'a roulé avec les IF sauf les Decathlon. Donc Paul Sexas avait bien visé cette étape 6. Donc on roule contre Sexas un petit peu de la manière dont parfois on devrait rouler contre Pogačar. C'est ça qui est quand même un petit peu particulier, un petit peu bizarre. Des fois on voit des équipes qui mettent la main à la pâte pour aller jouer la 2e place, ils font gagner Pogačar, on comprend pas trop. Et les équipes ont couru un petit peu de cette manière contre Paul Sexas, sachant qu'en plus il n'y avait pas de bonif à l'arrivée. Donc c'est vraiment très très curieux. Ce qui est encore plus curieux, bien évidemment, c'est toutes les équipes qui se sont mises à rouler après la chute de Sexas. C'est pas terrible. Et l'autre point quand même à soulever, Paul Sexas. Alors il y a eu quelques petits retours comme quoi il paraissait très très tendu avant le départ de la course. Des gens qui étaient sur place qui ont vu ça. Et c'était pas le polo habituel. Et il reconnaît à l'arrivée qu'il a fait une erreur dans la descente dans laquelle il a chuté. Alors on va bien évidemment commencer on va pas tirer une analyse bien évidemment tout de suite, mais quand on dit Paul Sexas, la pression, il aboie, oui bien évidemment il aboie. Je vais pas retirer tout le bien de ce que j'ai dit et de ce qu'on pense tous ensemble de Paul Sexas, mais à un moment donné, pour un gamin de 19 ans, la pression a peut-être un petit peu des limites, peut-être qu'il peut en boire, mais pas non plus ad vitam aeternam. Donc c'est vrai que c'est quand même toute une structure, tout un sponsor, tout un pays qui derrière lui, ça, alors je pense que dans sa tête, pour lui c'est qu'un jeu, c'est que du sport, il arrive à relativiser tout ça, mais derrière il y a des enjeux colossaux. Moi je pense que du côté des Mulliers, des Saadé, les sponsors principaux de Decathlon, CMA, CGM, quand on apprend que Paul Sexas a la gueule par terre, se retrouve à 4 minutes à 3 semaines du Tour de France, je pense que les mecs qui ont envoyé les millions derrière, ils doivent aussi un petit peu tirer la tronche. Donc quel Paul Sexas on va avoir sur cette 8e étape du Critérium du Dauphiné, ça va être un petit peu l'enjeu. Donc on va en parler bien évidemment de cette étape avec l'arrivée du côté du plateau de Solaison, donc étape magnifiquement tracée, taillée. On attaque directement avec le col du Pré, donc sur le papier ça paraît très très difficile à contrôler pour des équipes de leaders. C'est sur le papier, c'est typiquement une étape qui démarre en bosse, en côte par un col de hors catégorie, donc c'est typiquement tracé pour les échappés. Il y a très peu de plat, il y a quand même une grosse partie de vallée entre le col des Aravis. C'est vrai que le col des Aravis est pas très très dur entre le col des Aravis et le plateau de Solaison. On va pas trop parler de la météo parce qu'elle aura vraiment très très peu d'impact. Les coureurs ont un beau temps et un vent qui sera vraiment très très faible sur une grande partie de la course. Donc après, si un peloton veut mener une grosse chasse, on peut rester groupé jusqu'en haut du col des Aravis et vraiment mener la chasse dans la vallée jusqu'au pied du plateau de Solaison. Mais on a quand même le col du Pré et la montée de Bizane qui sont quand même 2 ascensions classées en première et hors catégorie où vraiment une échappée peut réussir à faire le trou dès le début de l'étape, d'autant plus que du côté des UAE on est décimé. Enfin on va reparler un petit peu de la stratégie sur cette étape, parce que pour moi la stratégie elle paraît assez claire pour les équipes de leaders, et pour ça on va aller prendre le classement général. Alors on a toujours l'ami Luke Tuckwell qui garde son maillot jaune, c'est vraiment la grosse surprise. Tuckwell toujours en jaune juste avant la dernière étape. À la 2e place c'est Matteo Jorgensen, et à la 3e place on a Isaac Del Toro qui est à 49 secondes. On peut aller jusqu'à Juan Ayuso qui a 1,06 et Tobias Aland Johannessen qui a 1,33. Ensuite, on a du Sexas à 1,54, mais on va vraiment se contenter du top 5. Donc l'objectif pour les coureurs qui sont dans le top 5, donc de la 2e à la 5e place, ça va être évidemment de dégager Tuckwell du GC, du classement général, pour aller prendre une place sur le podium tout simplement. Donc Isaac Del Toro, c'est l'immense favori des bookmakers. Je rappelle bien évidemment que jouer avec excès comporte des risques. Vous avez dans le lien de l'épisode le numéro de téléphone de Joueur Info Service, et je le dis pour 2-3 gars qui sont sur YouTube, je n'incite personne à jouer, mais j'assume à 14 milliards de pourcents de faire des paris sportifs. Moi, je n'ai jamais dit dans le podcast que je ne m'intéressais pas aux paris sportifs. Celui qui a entendu ça, je pense qu'il ne comprend pas le français et qu'il doit retourner à l'école. Voilà, j'ai dit que je n'incitais personne à jouer. Dire que je n'incite personne à jouer, ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas aux paris sportifs. J'ai écrit un bouquin en 2021 qui est le seul bouquin de l'histoire sur les paris sportifs,
et le cyclisme. Il n'y en a aucun autre dans le monde. Ça s'appelle Parier sur le cyclisme. D'ailleurs, le volume 2, je pense, sortira, je sais pas, peut-être à Noël ou en 2027. Le volume 2 est quasiment prêt. Donc, en étant le mec qui a écrit ce livre-là et qui va sortir un deuxième volet, je peux pas être le mec qui dit je ne m'intéresse pas aux paris sportifs. Donc voilà, il y en a qui entendent ce qu'ils ont envie d'entendre et qui comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre. Donc ces parties betting, c'est pas les parties principales du podcast, mais elles feront toujours partie du coup tordu, de l'ADN du coup tordu. Voilà, c'est comme ça. On parlera toujours code, betting, manière de jouer. D'ailleurs, il faut que je recontacte l'ami François avec qui on avait fait un excellent podcast. François qui avait été trader chez 2 gros bookmakers français. Vous avez promis le deuxième volet de cette émission et c'est de ma faute. On devait se rappeler en début d'année et je l'ai pas fait, mais l'ami François, on le rechopera pour faire le volume 2 de cette émission. François, je sais que tu écoutes le podcast. Je ne t'ai pas du tout oublié. Donc je reviens à la stratégie de la course. Donc Jorgensen 2, Del Toro 3. Pour Del Toro, il va entièrement focaliser sa course sur Tocqueville. Pareil pour Matteo Jorgensen et pareil pour Juan Ayuso. Donc clairement, je pense que les 3 peuvent se dire que en menant un rythme, on va dire, assez soutenu, pas non plus colossal, mais assez soutenu sur une grande partie de la course. En théorie, dans le plateau de Solaison, 11 km et demi à 9% de moyenne, on doit pouvoir le dégager du classement général. Il a perdu quasiment 3 minutes sur l'étape d'aujourd'hui, donc on n'a pas forcément besoin de tirer dans le tas et de cramer des équipiers dès le début de la course pour sortir Tocqueville du podium. D'autant plus, encore une fois, que du côté de la team UAE, on a déjà perdu 2 coureurs. Du côté de la Visma, on a perdu 3 coureurs. Par contre, du côté de la Red Bull, on n'est plus que 3 autour de Tocqueville. Donc voilà, il y a beaucoup de coureurs qui ont déjà abandonné. Donc tout ça paraît un petit peu compliqué. Alors du côté de la Décathlon CMA CGM, au moment où j'enregistre le podcast, il est quasiment minuit. Je ne sais pas et personne ne sait si Paul Sexas sera au départ. Paul Sexas en interview avait plutôt l'intention de prendre le départ de la course. Quand on écoute la parole d'un ancien comme Jackie Durand sur Eurosport, pour lui, il voyait pas trop l'intérêt de faire démarrer Paul Sexas sur l'étape. Je pense que du côté du staff de Décathlon, on va se dire que ça serait mieux que Paul Sexas court pas. Seulement Polo, c'est lui qui décide. Et quand on voit les hommages qu'il a rendus à ses équipiers à l'arrivée de la course, je pense qu'il va vouloir absolument faire la course pour leur rendre la monnaie de la pièce. Et si on part sur ce scénario-là, alors pour moi, il y a 2 possibilités. Il est quasiment à 2 minutes au classement général, il est 6e. Il peut tenter une Floyland-10. Voilà, il peut partir. Je pense que c'est pas un mec qui va jouer des 4e, des 5e places, même des 3e places. Polo, c'est un champion. Il va gagner 22 Tours de France. Il va gagner 18 Giro et 47 Vuelta. Donc, franchement, à la fin de sa carrière, dans son palmarès, avoir fini 4e du Critérium du Dauphiné, on s'en rappellera pas. Donc, option numéro 1, il nous tente une Floyland 10. Il y va d'entrée. Voilà, il attaque d'entrée. Quitte à péter dans le col des Aravis ou à finir 45e au pied du plateau de Solaison, on n'en a rien à foutre. Derrière, celui qui suce les roues, tranquillou, c'est Léo Bizio. La Décathlon, pour la première fois depuis le début de la semaine, n'aura pas à prendre la course à son compte. La deuxième option, c'est tout simplement de partir avec Léo Bizio en leader. C'est-à-dire encore une fois, de ne pas prendre la course en main et avec un Sexas qui va le couvrir. Moi, j'aime bien l'option numéro 1. Voilà, j'aime bien l'option numéro 1, partir en Floyland 10. Mais après, je pense quand même qu'il y a peu de chances. Il y a peu de chances que ça réussisse à fonctionner. C'est-à-dire que Sexas retourne le classement général. Vous écoutez son interview à l'arrivée. Il avait mal aux mains. Il avait du mal à tenir son guidon dans les descentes. Donc tout ça, voilà, en 24 heures, il va pas non plus se réparer, Polo. Mais ce qui est sûr, c'est que du côté de la Décathlon, on n'aura pas à prendre la course en main. Donc avoir aussi, pourquoi pas, une attaque précoce de Léo Bizio qui a 4 minutes 40 au classement général, sachant que les leaders vont être focalisés sur Tocqueville. Léo Bizio peut aussi, je pense, tenter un move dès le début de la course et on va pas forcément rouler, on va contrôler Léo Bizio, mais on va pas forcément rouler comme des fous sur Léo Bizio. Et on garde derrière Paul Sexas un petit peu comme un leurre, de la même manière que, rappelez-vous, sur l'étape du Granon sur le Tour de France 2023, quand les Visma avaient utilisé Roglic un petit peu comme un leurre. Roglic était abîmé, il l'avait utilisé comme un leurre contre Pogačar face à Jorgensen. Donc je pense que face à Pogačar avec Vingegaard contre
Vingegaard contre Pogacar, avec Roglic qui était un leurre. Donc je pense que du côté de la Décathlon, on peut utiliser Paul Sexas comme un leurre et jouer de manière claire, nette et précise la carte Léo Bizio. Donc vous l'avez compris, ça sera mon pic pour cette étape. La victoire de Léo Bizio, la victoire à 35,002% de bankroll. Donc c'est 2 € sur une bankroll à 10 000 €, c'est 1 € sur une bankroll à 5 000 €. Et le top 3 de Léo Bizio, on a du top 3 à 6, ça sera du 0,04% de bankroll, donc 4 € sur une bankroll à 10 000 €, 2 € sur une bankroll à 5 000 €. On va jouer la carte du changement tactique. Après, pour le reste, je vous le dis, je vois plutôt vraiment ce scénario échappé, en réalité, avec des leaders qui vont vraiment focaliser leur attention sur Tuckwell. Il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de bonification à l'arrivée. Si je prends le classement général, voilà, ça sera mon seul pic dans l'histoire. Après, Tullet a l'air hyper fort, mais bon, il est à 3,18. Je pense qu'il n'aura pas le petit billet de sortie de Léo Bizio. Alors non, attendez, je vous dis une connerie. Ouais, Léo Bizio à 4,40, Baudin 5,36. Ouais, non, Tullet est beaucoup plus loin au classement général. Après, Tullet, en théorie, la Visma peut complètement le garder avec Jorgensen. Maintenant, est-ce que on a vraiment besoin d'avoir un équipier avec Jorgensen pour mener une chasse dans le plat? Je pense que vraiment les leaders vont se faire une course de côte. Ben Tullet, ouais, franchement, Ben Tullet, ouais. Il est fort, Ben Tullet. Il est ultra méga fort. Sur un scénario d'anticipation, quand même, ça va être frustrant. Je vais pas y aller, mais je pense que ça peut être quand même très frustrant pour la Visma de se dire que potentiellement t'as le coureur qui peut gagner l'étape et tu ne l'alignes pas. Donc voilà, à noter le petit Lennart Ratch de la Tudor, qui est dans le top 20, qui réalise un très bon critérium du Dauphiné. Mais voilà, je vais pas non plus en faire des caisses. Encore une fois, ce scénario est hypothétique. C'est la manière dont je vois la chose, mais après, je peux aussi complètement me planter et passer totalement au travers de cette étape. Donc voilà, je resterai là sur ce pic. On verra s'il y a un podcast pour la première étape du Tour de Suisse. Je suis pas sûr, il y en aura un pour la deuxième étape du Tour de Suisse. Je pense qu'il y aura pas mal de petites choses courant de la semaine prochaine. Je vais rien mettre sur la Copenhague Sprint, tout simplement parce que je l'ai pas du tout analysé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on se parle, on discute en privé. Je reçois pas mal de messages en ce moment, donc si je vous réponds pas tout de suite et que je vous réponds 3-4 jours après, je vous fais pas la gueule. Voilà, j'essaye vraiment de répondre absolument à tout le monde. Et puis n'oubliez pas de vous abonner également les réseaux sociaux du Coup Tordu. On accueille tout le monde, Facebook, Twitter, Instagram, le TikTok et bien évidemment la chaîne YouTube du Coup Tordu. Allez, ciao les amis.